Bonjour à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo hebdomadaire où on va parler de foot, les pronos de la Ligue 1, mais pas que, puisque aujourd'hui je suis tout seul, Melvin n'est pas là, on l'excuse, il n'a pas été disponible cette semaine, donc je vais vous offrir un cadeau en compensation, ça va être une petite analyse tactique du Bayern PSG, parce qu'on est mercredi au moment où je tourne cette vidéo, de toute façon vous la verrez le mercredi parce qu'elle va sortir le jour même, et donc on va essayer de revenir sur cette défaite du Paris Saint-Germain 1-0 du côté de la Bavière, du côté de l'Allianz Arena de Munich. Et après, on partira sur les pronos classiques de la Ligue 1 avec quelques petites infos distillées au fur et à mesure. Vous savez, les pronos de la Ligue 1 sur cette chaîne, c'est surtout un prétexte pour parler de l'actualité des clubs. Et il y a à dire sur certains clubs qui ont passé une semaine un petit peu mouvementée. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, vous abonner, donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas, on les lit, on vous répond, on discute, c'est important, l'échange et la bienveillance. Et nous, on est parti du coup pour cette première petite analyse de la Ligue des Champions. Ce Bayern PSG défaite 1-0 du Paris Saint-Germain sur un but de Kim Min-jae pour le Bayern sur coup de pied arrêté, on y reviendra. Et on est parti pour l'analyse tactique. Allez, je me suis équipé du Epic Pen, la petite extension qui fait plaisir. On est parti, on va dessiner. J'ai pris quelques screens à droite à gauche pour essayer d'illustrer ce match-là. Alors tout d'abord, on va faire une petite analyse tactique rapide. On va pas rentrer dans le détail parce qu'on a aussi les pros de la Ligue à faire derrière à parler de Ligue 1. Donc ça va faire une vidéo de 2h30 sinon, donc ça va être un poil long. Mais globalement, ce qu'on peut en dire, c'est que ce match-là, il était attendu parce que on voulait savoir de qui, du Bayern, de Vincent Kompany ou du PSG de Luis Enrique, allait avoir le match de la possession. Parce que c'est deux équipes qui adorent avoir le ballon. Le Bayern n'a jamais perdu le match de la possession cette saison. Et ils l'ont gagné d'ailleurs sur ce match-là finalement. Le PSG n'avait plus concédé la possession du ballon sur un match depuis Le Havre en Ligue 1 la saison passée, je crois. Et lors de l'exclusion de Gianluigi Donnarumma, où le PSG a fini du coup à 10 contre 11, ils étaient obligés de laisser le ballon au Havre. Ils avaient quand même remporté ce match. Mais c'était la dernière fois que Paris avait dû laisser le ballon en termes de possession de balle. Et donc on voulait savoir tactiquement comment ça allait se démerder. Et bien le PSG tout de suite, on l'a vu, et le Bayern aussi l'a mis en place, c'est ce gros contre-pressing. On le voit dès la deuxième minute de jeu, le PSG va jouer très très haut avec du marquage individuel. Voilà, Wire Zaïre-Emery, il est là sur Alphonso Davies, vous voyez que mes ronds sont extrêmement beaux. On avait Dembélé qui gardait Kim Min-jae, on avait Barcola qui gardait Upamecano. Voilà, on avait ce marquage individuel et on avait surtout ce Vitinha ici qui était au contact direct avec Jamal Musiala. Vous voyez toujours des ronds parfaits. C'est magnifique. N'hésitez pas à noter mes ronds. Mais voilà, Vitinha était en marquage individuel sur Musiala tout le match parce qu'on sait que c'était un des poisons de cette équipe du Bayern, Jamal Musiala, qui aime bien s'infiltrer dans les intervalles, qui aime bien aller chercher les ballons, qui met de la vitesse, qui met de la percussion. C'est un des dangers numéro 1 de ce Bayern-là. Et on le sait, il y avait eu un très bon article L'équipe, que je vous mettrai dans la description, qui a été fait mardi matin avant le match contre le PSG, on décryptait un peu tactiquement le Bayern offensivement, et c'était très intéressant. Et on voyait le positionnement d'Harry Kane, on voyait cette position de Musiala qui aime beaucoup se mettre dans ce rôle de finisseur, aller chercher les intervalles laissés libres par Harry Kane. Donc ça a été important, et le PSG a quand même mis en place tactiquement, il n'y a pas tout acheté sur ce match-là. Luis Enrique, je pense, a exploité 100% de son groupe en fait, et tout simplement l'effectif du Paris Saint-Germain n'est pas assez fort. Tout simplement, il est trop faible cette saison, c'est l'effectif le plus faible sous l'ère QSI, je pense. On a fait une vidéo détaillée sur le Paris Saint-Germain il y a une semaine et demie à peu près, avec Jean et Melvin. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne, je vous mettrai le lien en description. Mais on aborde cet effectif du PSG, mais là en l'occurrence, Luis Enrique, je pense que sur ce match-là, tout n'est pas acheté, notamment sans le ballon. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le ballon, tu le récupères, et le PSG avec le ballon, ça a été un peu plus compliqué. Mais le Bayern a été vraiment pris à la gorge souvent sur ce match-là, et ça a été très intéressant du côté du PSG de Luis Enrique. Deuxième petite image, on est parti, je reprends le petit Epic Pen, c'est déjà dès la deuxième minute de jeu, vous le voyez en haut. C'est une action typique Bayern. Voilà, c'est une action typique du Bayern de cette saison. C'est Kimmich qui vient entre les deux devs centraux. Vous avez Kim Min-jae ou Upamecano qui est là. Et Kimmich tout de suite, c'est quoi? C'est un ballon long vers un des ailiers qui va être en l'occurrence Leroy Sané. Là-bas, on va jouer long. Le PSG a obligé le Bayern à jouer long, mais Kimmich adore jouer ses ballons comme ça, aériens, pour aller chercher directement ses ailiers, sauter la ligne du milieu de terrain, et surtout casser le pressing parisien, parce qu'on voit toujours ce marquage individuel, et on voit toujours Vitinha ici, qui est en marquage sur Jamal Musiala. Les deux ne sont pas lâchés absolument pendant tout le match, et donc on voit typiquement une action du Bayern qui joue extrêmement long. Et tout simplement, ce jeu long de Joshua Kimmich, c'est pour aller trouver Leroy Sané juste ici. Leroy Sané, il sera en 1 contre 1 contre No Mendes, on y reviendra, ou 1 contre 1 parisien, c'est peut-être une des
Faiblesse parisienne sur ce match-là. Harry Kane qui traîne toujours jamais entre les deux défenseurs centraux. Harry Kane, il n'est jamais entre ces deux défenseurs centraux. Ils sont Pacho et Marquinhos, mais les deux qui ferment l'axe aussi, c'est Marquinhos et Hakimi. Il sera jamais dans ces intervalles-là. Harry Kane, il se mettra toujours un peu en retrait. Là, en l'occurrence, il va faire l'appel. Il va laisser laisser passer le ballon de Leroy Sané pour Léon Goretzka. Léon Goretzka, c'est souvent le rôle de Jamal Musiala de faire ça, mais parfois on retrouve Goretzka, on retrouve Kimmich qui le fait. C'est prendre cet intervalle-là, prendre cet espace, attaquer l'espace pour pouvoir se retrouver devant le but. Il va rater son contrôle Léon Goretzka, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ce Bayern-là. C'est Harry Kane qui va laisser le champ libre à Musiala, à Goretzka, à certains joueurs de se projeter dans cet intervalle axial-là. Et Leroy Sané en 1 contre 1. Compagnie aime bien mettre, bon là en l'occurrence c'était Coman et Leroy Sané, mais aime bien mettre ses ailiers sur leur faux pied pour qu'ils puissent revenir axe pour mettre soit des ballons dans la surface de réparation, soit des petits ballons en retrait qui traînent dans l'axe du jeu. Voilà, les ailiers bavarois reviennent souvent axial pour aller mettre ces ballons-là. Et ça a été aussi un des axes de ce match-là du côté du Bayern. Une des grandes interrogations aussi du PSG de Luis Enrique, c'était qui allait jouer en numéro 9. Et bien finalement, il n'y a pas vraiment une numéro 9. Sur les phases défensives, c'était plus un 4-4-2. On l'a vu sur les phases de pressing sur la première image. C'était Barcola Dembélé qui était devant, qui devait se charger de ça. Et en fait, sur les phases offensives, tu n'avais pas vraiment de numéro 9. Tu avais parfois Fabien Ruiz, parfois Warren Zaïre-Emery, je vais y arriver, qui attaquait cet axe-là, et parfois, et on l'a vu plusieurs fois pendant le match, notamment ici à la 16e, ici, c'est Nuno Mendes qui allait attaquer cet axe-là. C'était très étrange de voir Nuno Mendes très très haut aller chercher quasiment une position de numéro 9. Et on l'a vu à plusieurs reprises pendant le match, hein, que ce soit en première ou en seconde période, Nuno Mendes était souvent allé attaquer cet axe-là, et du coup c'était souvent Vitinha. Là on est sur une phase de transition rapide, où il y a eu un ballon long joué, mais il y avait un contre-pressing bavarois, et donc on avait Dembélé et Barcola qui étaient sur les côtés, et on avait Nuno Mendes parfois qui venait dans l'axe. Alors parfois c'était Fabien Ruiz, parfois c'était Zaïre Emery, mais c'était assez étrange de voir parfois Nuno Mendes dans l'axe-là, mais c'était une des interrogations qu'on avait. On a eu partiellement la réponse. Est-ce que ça a fonctionné? Pas tellement, mais il manque toujours ce problème de finisseur au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas ce numéro 9 là. Je ne sais pas ce qu'a prévu Luis Campos et le Paris Saint-Germain cet hiver, mais il faudra peut-être écourter le réveillon pour aller chercher un mec sur le mercato hivernal, parce que ça va devenir vraiment urgent très très rapidement pour le PSG. L'un des dangers identifiés du Bayern avant le match, c'était ses ailiers. C'était Coman en l'occurrence, il est réussi de l'autre côté, et le Paris Saint-Germain l'a pas forcément toujours bien défendu sur sa partie terrain, parce que souvent, Hakimi et Nuno Mendes, qui ont été parfois en difficulté sur cette rencontre, ont été laissés en 1 contre 1 face à Coman et face à Leroy Sané. On savait, souvent c'était déborder, revenir axe pour mettre ce ballon dans la surface de réparation, ou un ballon plus en retrait dans l'axe là. Ça dépendait des fois, mais souvent, c'est ce que font les ailiers du Bayern, c'est identifié avant le match, sauf que Hakimi, sur ce coup-là, se fait éliminer par Coman. Et il est toujours en 1 contre 1, Hakimi face à Coman, et si tu défends pas à 2 sur ce genre de joueur, ça va mettre ton latéral en difficulté, ça va créer des brèches offensives pour l'adversaire, et c'était un problème par le Paris Saint-Germain tout le long. Alors c'est soit, quand tu es en 4-3-3, c'est tes ailiers qui viennent compenser, et le Bayern le faisait. Coman a fait quelques interventions défensives, venait dépanner Alphonso Davies parfois sur le côté, Leroy Sané parfois un peu moins du côté de Konrad Laimer, mais parfois le faisait. Soit c'était milieu de terrain, en l'occurrence, bon, Vitinha est toujours en marquage individuel sur Musiala, mais en l'occurrence c'est Zaïre Emery, je pense, qui vient suppléer. Il faut défendre aussi sur Alphonso Davies qui prend la profondeur. Et souvent, c'était milieu de terrain aussi qui vont venir essayer de compenser et aider ton latéral face à son ailier. Ça a été parfois mal fait du côté du Paris Saint-Germain et ça a créé des brèches pour le Bayern. Et alors cette action-là va rien donner, mais c'est un des dangers principaux de ce Bayern de Vincent Kompany. Et un des autres dangers identifiés du Bayern de Vincent Kompany, c'était les coups de pied arrêtés. C'est une des grosses faiblesses de Luis Enrique au Paris Saint-Germain et du Paris Saint-Germain en général, puisque le Paris Saint-Germain sous Luis Enrique en Ligue des Champions, c'est 29% de ses buts encaissés sur coups de pied arrêtés. Ils en ont pris contre Arsenal, là ils en ont pris contre le Bayern, le seul but du match. C'est un des problèmes. Il y a un problème... pas de gardien, ça on l'a vu. C'est une succession d'erreurs individuelles hein, sur ce coup de pied arrêté. C'est frappé premier poteau. Nuno Mendes lâche le marquage. Safonov, il n'y a personne au premier poteau. Normalement, c'est à lui de le mettre. Il n'y avait personne au premier, ça coûte cher. Safonov lui aussi fait l'erreur. Kim Min-jae est tout seul. Ça fait Cajo. C'est une succession d'erreurs individuelles qui conduisent au but encaissé par le PSG. Mais souvent, comme trop souvent sur coup de pied arrêté cette saison et même sous Luis Enrique, ça va être un vrai problème à régler. Pour le Paris Saint-Germain, va falloir trouver des mecs qui soit... Il faut plus de communication sur ces coups de pied arrêtés, soit il va falloir trouver des mecs qui s'imposent dans les duels aériens, parce que c'est un vrai problème, vrai problème pour le club de la capitale. Je voulais juste revenir sur une dernière action pour conclure, et après on passera sur la Ligue 1. C'est cette action-là où on voit Manuel Neuer qui sort pour aller donner ce long ballon. Il va le mettre une transversale parfaite sur le côté, je crois que c'est pour Kingsley Coman. Tac. Et en fait, c'est ultra intéressant, c'est un ballon sorti de Joshua Kimmich, qui normalement c'est un ballon qui vient d'ici.
Et en fait, on s'étonnait de voir Manuel Neuer aussi haut, mais en vrai, il a raison, Manuel Neuer, de faire ça, parce qu'on est côté fermé, on est juste là, du côté du Bayern. Donc l'idéal, c'est d'aller trouver le côté ouvert pour aller décaler ce bloc parisien. Et en soi, le ballon, je pense qu'il était destiné de base à Kim Min-jae. Et Kim Min-jae, il est complètement dos à la partie de jeu ouverte, il est face au ballon, alors que Neuer, lui, a le champ libre, donc en fait, c'est une bonne idée de la part de Manuel Neuer de sortir aussi haut, bonne prise de balle vers l'avant, parce qu'il va la prendre là pour mettre la transversale, et derrière, ça va donner une très très grosse occasion pour le Bayern, puisque c'est Coman qui va frapper juste au-dessus, c'était très très bien construit, c'était une action un peu typique Bayern, parce que ça, normalement, c'est le rôle de Joshua Kimmich, qu'on voit parfois aller venir entre les deux défenseurs centraux pour aller distribuer du jeu long, et là, ça a été le cas pour Manuel Neuer, donc ça a été très très intéressant, ce match-là, tactiquement. Le bilan de ce match-là pour le PSG, il est perdu. Comptablement parlant, c'est une catastrophe. La campagne de Ligue des Champions, c'est quand même un fiasco total pour l'instant, puisque c'est une seule victoire en 4 matchs. En 5 matchs, non, 4 matchs, 5 matchs peut-être. Il y a les 3 défaites contre les 3 adversaires, les 3 gros supposés qui sont, le Bayern, Arsenal et l'Atlético Madrid. Mais sans le ballon, j'ai trouvé le PSG intéressant. Les limites de l'effectif sont criantes sur ce match-là. Mais Luis Enrique a proposé un plan de jeu très très intéressant, ce 4-4-2 en position défensive, avec ce gros pressing haut. Il a quand même été parfois bien réalisé par le PSG, qui a su, sur ces grosses occasions, récupérer des ballons assez hauts. Mais le Bayern a été aussi très très bon techniquement, hein, parce que pour sortir les ballons défensivement, tu les trouves toujours, les mecs sont sereins, ils sont jamais inquiétés, donc c'est ça qui est très très intéressant du côté du Bayern. Et donc pour Luis Enrique, il va falloir régler ce problème de son numéro 9, il va falloir recruter des mecs au mercato hivernal. Il a entre guillemets une chance dans son malheur, c'est que la campagne de Ligue des Champions ne se termine pas fin décembre comme à l'accoutumée, mais avec cette nouvelle réforme, elle se termine fin janvier. Donc tu auras l'occasion peut-être d'intégrer tes nouvelles recrues au mercato hivernal pour sauver ta campagne de phase de poule de Ligue des Champions et peut-être espérer aller chercher les barrages, parce que maintenant c'est l'objectif du Paris Saint-Germain. C'est quand même un match qui montre les faiblesses de l'effectif du PSG. Ce problème de gardien, ce problème de numéro 9, c'est les deux extrémités de ton équipe qui sont en difficulté, et ça va être un gros problème, un gros souci à régler cet hiver pour le Paris Saint-Germain. Et je finirai par 2 petites stats qui sont quand même criantes sur le problème offensif du PSG. C'est que déjà, c'est Stat Foot qui nous dit que Kylian Mbappé est le dernier attaquant à avoir marqué pour le PSG en Ligue des Champions dans le jeu. C'était contre Barcelone le 16 avril dernier, donc c'est quand même terrible pour le Paris Saint-Germain. Dire à quel point dans le jeu ça ne fonctionne pas et on n'arrive pas à marquer des buts, et c'est un gros problème offensif. On l'avait illustré lors de la vidéo qu'on a fait sur le Paris Saint-Germain il y a une semaine et demie. C'est une des équipes qui frappe le plus au but en Europe, mais c'est une des équipes qui marque le moins, donc c'est quand même assez terrible. Et aussi, petite stat, on a vu beaucoup de jeux longs sur ce match-là, parce qu'elle est contre-pressing, t'oblige à jouer long. Je crois qu'il y a une centaine de ballons longs, je sais plus où j'ai vu la stat, c'est type de passe, où tu as plus d'une centaine de ballons longs qui ont été joués sur ce match-là, 100 ballons précisément longs, qui ont été joués, 49 du côté du Bayern, 51 du côté du PSG. Et aussi une stat qui est quand même criante du manque d'allant offensif sur ce match-là, c'est que Manuel Neuer a réussi plus de dribbles, que les offensifs du Paris Saint-Germain, en l'occurrence Bradley Barcola ici et Ousmane Dembélé, c'est les stats de dribble 0-0, même si tu rajoutes Fabien Ruiz, si tu rajoutes Marco Asensio, si tu rajoutes Gonzalo Ramos, il n'y a que Lee Kang-in en offensif du PSG qui est rentré à la 64e minute de jeu, donc il y a un peu moins de 30 minutes de jeu dans les pattes, qui a réussi un dribble. Donc c'est quand même terrible offensivement le Paris Saint-Germain quand tu vois les stats où tu as Neuer qui a plus réussi de dribble, autant de dribbles que Lee Kang-in, Marco Asensio, Gonzalo Ramos, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Fabien Ruiz réunis. Quand même, ça fait mal quand même. Allez, on est parti pour le championnat de France, c'est parti. La Ligue 1 ce week-end est de retour avec la 13e journée. Reims accueille Lens, match vendredi 20h45. Des Rémois qui sortent d'un match nul contre Lyon, où je trouve que quand même Reims a eu un petit peu de réussite, enfin surtout à profiter de l'inefficacité lyonnaise, mais ça c'est un classique dans les matchs de Lyon, j'ai l'impression ces derniers temps. Même si Reims a proposé quand même des choses intéressantes, Lens s'est incliné contre l'OM, malheureusement. Le Racing Club de Lens a fait les frais de l'Olympique de Marseille à l'extérieur, puisque Marseille est la meilleure équipe à l'extérieur cette saison. Lens qui va retrouver 2 joueurs, qui va retrouver Kouchanov et Jonathan Grady ce week-end. Défensivement, ça va leur faire du bien parce qu'ils ont quand même encaissé 3 buts la semaine passée. C'est l'une des meilleures défenses de Ligue 1, donc c'est quand même assez important ces retours-là. Je sais pas trop. Ce match-là, je mettrai plus le match nul personnellement. Je vais aller miser sur le match nul et je me dis, voilà, quand je sais pas trop quoi mettre, je vais mettre le nul. Je trouve que Reims toujours intéressant dans cette course à l'Europe. Je pense que ce sont 2 adversaires directs pour l'Europe pour moi cette saison, le Racing Club de Lens et le Stade de Reims. Donc on va voir ce qu'ils vont nous proposer dès vendredi 20h45.
Mais ouais, retour de Kouchanov et Jonathan Grady, ça va faire du bien à l'équipe de Wood Steel, je pense. On enchaîne sur le samedi 17h. Samedi 17h, c'est le Stade Rennais qui reçoit l'AS Saint-Etienne. Deux équipes qui sont dans des dynamiques quand même très très différentes. Saint-Etienne a remporté un match. Belle purge contre Montpellier. On salue tous les supporters stéphanois qui nous regardent parce que vous êtes nombreux et on échange dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Oui, ce match contre Montpellier a été un peu une purge. Je défends la Ligue 1, là c'est une purge. Mais l'important, c'est que Saint-Etienne a pris des points, a pris 3 points. Et fait de Geoffroy Guichard une forteresse, puisque vous pouvez voir, je vais vous afficher ça tout de suite, le classement de la Ligue 1. Alors, il y a ma trône dessus. Est-ce que ça va se voir? Pas tant que ça. Je peux passer. Hop, regardez, comme ça, on peut mettre le PSG, donc, est leader. Comme ça, je vais afficher en même temps le classement. Voilà. Saint-Etienne est remonté à la 13e place grâce à sa victoire contre Montpellier avec 13 points. Rennes est dans l'urgence de points. 11 points pour les Rennais. 3 défaites consécutives. Une victoire sur 5 matchs. Ça commence à être très très compliqué pour les Rennais, mais surtout quand vous voyez le classement à domicile. Saint-Etienne prend les points à domicile, mais ne prend aucun point à l'extérieur, puisque Saint-Etienne, c'est tout simplement un petit point pris à l'extérieur, un match nul, et aucune victoire. Tout comme le Stade Rennais d'ailleurs, c'est le même bilan. Mais là, pour le coup, c'est Rennes qui va recevoir. Rennes a besoin de points. La première de Sampaoli au Rosen Park, je miserai sur une victoire rennaise. Je me dis que voilà, Sampaoli n'a pas eu trop le temps de travailler contre le LOSC la semaine dernière. Ça s'est vu parce que le match n'était pas non plus exceptionnel. Rennes s'est incliné. D'ailleurs, ça a été un match avec le plus faible total d'expected goals dans les 5 grands championnats lors de cette saison 2024-2025, 0,58. Lille a été très très passionnant. Mais Lille l'a emporté, c'était une victoire importante pour les Lillois. Et pour Rennes, bon, je pense que Sampaoli aura plus de, voilà, aura plus eu le temps de travailler cette semaine. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas pris lors de la trêve. Rennes, ça aurait été plus simple, ça aurait permis de travailler avec un peu plus de temps. Mais Rennes à domicile, bon, c'est quand même 3 victoires, 1 nul, 2 défaites. Ça reste quand même assez solide au Rosen Park. Il va falloir prendre les points. De toute façon, il y a urgence de points pour le Stade Rennais. Quand t'as que 11 points alors que t'as comme objectif l'Europe cette saison, c'est quand même très compliqué. Donc je vais miser moi sur une victoire rennaise. J'ai Saint-Etienne à l'extérieur a vraiment énormément de difficultés. Et ils peuvent le payer maintenant. Tant que Saint-Etienne prend les points à la maison, j'ai envie de te dire, tant mieux. On enchaîne sur le match de 19h. Brest accueille le Racing Club de Strasbourg. Alors Brest, fierté quand même des Brestois, je pense, d'aller malheureusement en défaite contre le Barça. Mais jouer contre le Barça en Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose. Donc j'espère que les Brestois qui étaient derrière leur télé ou du côté de Montjuic ont profité de cette belle soirée parce que c'est des grandes soirées européennes qui marquent l'histoire des clubs. La défaite cependant contre le Barça, mais c'est logique, le Barça était au-dessus du Stade Brestois qui a quand même montré un beau visage du côté de Montjuic. Strasbourg, j'y cru à la première victoire à l'extérieur de Strasbourg la semaine dernière à Nice. Malheureusement, ça ne s'est pas produit. Défaite de Buzyn contre le l'OGC Nice alors que tu mènes 1-0. Sur des erreurs en plus individuelles, hein, c'est dommage parce que Strasbourg avait les cartes en main pour aller faire un résultat du côté de l'OGC Nice. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Est-ce que Brest, la Ligue des Champions, va taper dans le coffre et va les mettre en difficulté parce que Brest et Strasbourg restent sur le même bilan? Je vous l'affiche tout de suite. Tac, le même bilan, c'est 3 défaites consécutives en championnat pour les deux équipes. Strasbourg 13 points, Brest 13 points. Quasiment le même bilan, vous voyez. Et c'est très très compliqué. Alors Strasbourg se déplace une nouvelle fois à l'extérieur cette semaine. Et Strasbourg à l'extérieur, vous l'avez peut-être vu quand j'ai montré le classement, mais c'est aussi catastrophique. Aucune victoire hors de ses bases pour les Strasbourgeois. 16 buts encaissés, 10 buts marqués, 3 défaites consécutives à l'extérieur pour Strasbourg. À domicile, ça se passe un peu mieux pour Brest, même qui reste sur une défaite tout de même, mais qui reste quand même sur une défaite sur les 5 derniers matchs à domicile pour les Brestois. Ça reste très très intéressant. À la maison, malgré tout, j'ai peur que le match contre le Barça tape un peu dans la caisse. Deux équipes qui ont besoin de points parce que la zone du maintien est pas si loin que ça et c'est très serré ce championnat du maintien. Je vais miser sur le match nul entre les deux formations, un petit 1 partout. Voilà, parce que j'ai l'impression que Strasbourg a toujours ses doutes hors de ses bases et que Brest va avoir un petit peu de mal à enchaîner après ce match contre le Barça qui a demandé sûrement beaucoup d'énergie, qui était très énergivore. Donc à voir ce qui va se passer pour les Brestois. On va enchaîner sur ce PSG Nantes. On a longuement parlé du Paris Saint-Germain en début de vidéo. On a parlé du Paris Saint-Germain la semaine dernière sur une analyse détaillée. Par contre, le FC Nantes, ça commence à devenir très très inquiétant. Le FC Nantes est actuellement 16e barragiste de Ligue 1, n'a plus gagné un match en Ligue 1 depuis le 31 août dernier, et Nantes est la pire équipe de 2024 à domicile sur les 5 grands championnats. Une seule victoire sur l'année 2024. Donc une seule victoire en 14 matchs pour Nantes, c'est 2 nuls et 11 défaites du côté de la Beaujoire. On l'a vu la semaine dernière, ils se sont inclinés contre le Havre. Il y a eu les interruptions de match. Il y a eu cette fameuse déclaration selon Ouest France comme quoi le ministre de l'Intérieur veut dissoudre la Brigade de Loire. Je crois que c'était la bonne solution très honnêtement.
Le journal de l'équipe a précisé que, et le ministère de l'Intérieur a précisé que donc il voulait privilégier les sanctions individuelles fermes plutôt que les sanctions collectives. Donc on verra ce qui va se passer pour la Brigade Loire. Mais c'est un mécontentement qu'on peut totalement comprendre du côté du FC Nantes parce que tout simplement les résultats ne suivent pas, les résultats sont catastrophiques, Nantes n'avance plus, Nantes n'a aucun projet de jeu, il n'y a rien à Nantes. Et j'ai peur que, sachant que les 2 premières journées, je ne sais pas si vous avez vu le calendrier du FC Nantes, je vais vous l'afficher à l'écran en montage, c'est une catastrophe. Déplacement au parc, moi j'ai peur qu'ils prennent une tôle. Et derrière, t'as le derby contre le Stade Rennais, à la maison. Celui-là, je pense que ça sera potentiellement le dernier match d'Antoine Comboiré à la tête du FC Nantes avant d'être licencié par Valdemar Kita. Parce que Valdemar Kita, il faut bien qu'il teste un entraîneur par saison. Enfin, plus d'un entraîneur par saison. Donc voilà, il y a toujours sa petite liste. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes entraîneurs. Donc on verra qui pourra succéder à Antoine Comboiré en cas de départ. Mais je vais mettre sur une victoire du PSG. Malgré. Voilà, le PSG aura à cœur de se racheter après sa défaite contre le Bayern en Ligue des Champions. Nantes, c'est vraiment faible, ça propose pas grand-chose. C'est très compliqué en ce moment. Ça n'a pas gagné un match, on l'a dit, depuis le 31 août dernier en Ligue 1. Et Nantes est actuellement barragiste. Et attention au FC Nantes, parce que ça peut être un candidat à la descente. Ils ont 3 points d'avance sur Montpellier, par exemple, qui est lanterne rouge. Alors la différence de but va leur sourire un peu plus qu'à leurs adversaires directs. Mais attention à Nantes, parce que le calendrier avant la coupure hivernale est très très compliqué. Et ça pourrait vraiment plonger encore plus dans la crise pour les Nantais. On enchaîne sur le match du dimanche. Ça y est, on passe à la journée du dimanche. 15h, le Montpellier de Jean-Louis Gasset reçoit le LOSC de Bruno Genesio. Le LOSC qui joue ce soir en Ligue des Champions. Donc, j'ai pas vu le match encore parce que je tourne cette vidéo avant. À voir la compo de Genesio. À voir si Genesio veut garder des forces pour ce week-end en championnat. Mais je serais tellement pas étonné que Genesio perde ce match contre Jean-Louis Gasset, parce que c'est du typique Genesio, je ne sais pas comment l'expliquer, de taper Carlo Ancelotti, de taper Diego Simeone, de taper Jürgen Klopp, qui voulait, mais de perdre contre Jean-Louis Gasset ou Olivier Dalloglio. Lille a perdu un match très important à Saint-Etienne en début de saison, alors que Saint-Etienne était au fond du gouffre à ce moment-là. Donc je serais pas étonné que Montpellier tape le LOSC, parce que Montpellier est au fond du gouffre, n'a rien proposé contre le Havre, c'était très compliqué le match pas contre le Havre, contre Saint-Etienne, pardon, la semaine dernière. Malgré tout, je vais quand même mettre une victoire du LOSC. Mettre une victoire de Lille. Je reste confiant. Le LOSC marche bien en ce moment. Même quand ils sont pas flamboyants dans les matchs, ils prennent les points et ils gagnent. Ça marche plutôt bien. Ils ont eu une très très belle fête la semaine dernière pour leurs 80 ans avec les légendes présentes. C'était très sympa. Avec des très beaux tifos. Lille était en candidat pour le podium sérieux. Ils sont qu'à 1 point de Marseille. Ils sont sur 5 matchs sans défaite. Alors, il y a 3 matchs nuls dans le lot et 2 victoires. Mais Lille est efficace. Donc je vois bien le LOSC s'imposer, surtout que le LOSC à l'extérieur, ça marche plutôt bien. Je crois qu'ils sont sur 4 déplacements consécutifs sans défaite en Ligue 1. Donc à voir à quel point la Ligue des Champions est énergivore, mais c'est un match à leur portée, je trouve, contre Bologne ce soir. Donc ça peut être assez intéressant, et à voir comment ils vont se dépatouiller contre Montpellier ce week-end. On enchaîne sur le triplex du dimanche 17h. Toulouse reçoit la JOCR. Match entre 2 équipes qui fonctionnent. Toulouse est 10e avec 15 points. Donc ils sont dans leur tableau de bord, les Toulousains, pour l'objectif du président Comolli qui est de finir en première partie de tableau. La JOCR est la surprise pour l'instant de cette saison, on peut le dire. 19 points marqués, 3 victoires consécutives pour les Auxerrois, 5 matchs sans défaite. 19 points, 6 victoires, 5 défaites, 1 match nul, 21 buts marqués, 19 encaissés pour les Auxerrois. Ça marche comme sur des roulettes, 7e du championnat. Auxerre est loin des inquiétudes du maintien pour l'instant. Je parlais la semaine dernière, je pense que pour être dans les eaux du maintien à la mi-saison, il faut à peu près avoir 18 points en 17 journées, je dirais, pour être vraiment dans le bon wagon. Auxerre en a déjà 19. Donc pourquoi pas prolonger ce plaisir pour les Auxerrois. Cependant, à l'extérieur, Auxerre marche un peu moins bien qu'à domicile, malgré tout. Ils ont quand même allé chercher des points. Ils ont quand même allé chercher un premier succès à l'extérieur à Marseille le 8 novembre dernier. Donc ça, c'est une victoire qui était très importante parce qu'Auxerre n'avait toujours pas gagné hors de ses bases. Et il reste quand même sur 2 matchs sans défaite, alors qu'ils avaient perdu tous leurs premiers matchs cette saison à l'extérieur. 4 premiers déplacements, 4 défaites. Là, ça reste sur un nul et une victoire. Donc c'est assez intéressant. Auxerre est imprenable à domicile, cependant, mais c'est là où ils prennent le plus gros de leurs points. C'est la 2e meilleure équipe du championnat à domicile, quand même, la JOCR, donc c'est quand même très très solide. Mais ils vont jouer contre un Toulouse qui a besoin de points pour continuer son objectif. Toulouse qui est un peu sur courant alternatif, qui manque toujours. On parle de cette efficacité toulousaine. Dans les 2 surfaces, ils ont réduit un petit peu le problème, j'ai envie de dire, ces derniers temps, mais ça reste quand même assez criant du côté du TEF. Il y a cette grosse défaite au Parc 3-0 la semaine dernière contre le PSG, mais ils avaient auparavant tapé le Stade Rennais, ils avaient auparavant tapé le Stade de Reims, ils avaient auparavant tapé Toulouse, donc tapé Montpellier, pardon. Là, ils vont avoir 2 matchs compliqués, réception de la JOCR et déplacement au Monaco.
Je vais mettre le match nul. Voilà, je vais mettre le match nul parce qu'Auxerre à l'extérieur est moins flamboyant, même si ces derniers temps, ça reste sur des très très belles rencontres, notamment le match à Marseille a été très très bon pour les Auxerrois. Et je trouve que Toulouse est une équipe un petit peu sous les radars, on n'en parle pas beaucoup, mais propose quand même des choses intéressantes et très content pour les Toulousains. A voir si ça se prolonge. L'Olympique Lyonnais reçoit l'OGC Nice. Alors, ces deux équipes qui sont très proches au classement. Nice est 5e, Lyon est 6e. Ils sont séparés que par un petit point. Ils n'ont perdu aucun de leurs 5 derniers matchs. Donc ça va être un match assez serré. J'avoue que je ne sais pas trop comment lire cette rencontre-là. Nice, j'ai encore un peu de mal. Alors, sachant qu'ils tous les deux vont jouer jeudi en Ligue Europa. Donc il y a aussi ce facteur-là à prendre en compte qu'on n'a pas encore parce que je suis mercredi actuellement quand je tourne cette vidéo. Et quand vous la voyez peut-être. Donc on ne sait pas où ça en est. Mais c'est deux équipes qui sont assez intéressantes et qui sont sur des contextes assez différents. On sait que l'Olympique Lyonnais a été secoué par la DNCG la semaine dernière pendant la trêve. Ça s'est pas trop vu du côté de Reims, malgré tout. Il y a un gros problème d'efficacité du côté de Lyon. Ils ont des gros temps forts, mais qui concrétisent pas assez, je trouve, face à l'OGC Nice. Donc, à voir. Je vais mettre un match nul, honnêtement. Je sais pas vraiment quoi mettre sur cette opposition. Nice, ça monte en puissance. Je trouve qu'il y a de belles choses quand même qui sont montrées du côté de l'OGC Nice. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts. 23 buts marqués pour Nice depuis le début de cette saison. Donc l'OGC Nice est la 3e meilleure équipe de Ligue 1 offensivement parlant cette saison. Donc c'est assez intéressant. Donc ça marque des buts. Lyon aussi marque 19 buts marqués, mais 16 encaissés pour les Lyonnais. C'est la pire défense du top 6 de Ligue 1. Donc ça prend aussi des buts. Nice à l'extérieur. Ça marche plutôt bien. Il reste sur 3 matchs sans défaite hors de ses bases, 2 matchs nuls, 1 victoire. Donc je vais miser sur un match nul et on va voir ce que ça va donner. Match crucial pour le maintien. J'ai l'impression que chaque semaine, il y a des matchs très très importants, des matchs couperés pour le maintien. Le Havre, qui s'est donné un peu d'air la semaine dernière à Nantes, reçoit le SCO d'Angers 17e, qui reste sur 2 défaites consécutives. Mais je trouve qu'Angers montre de très belles choses depuis quelques semaines. C'est plus compliqué parce qu'il y a des défaites là ces derniers temps, mais Angers n'a pas à rougir pour l'instant, je trouve, de sa saison de Ligue 1 avec les moyens qu'ils ont. Ils font le travail, tout comme le Havre. C'est des équipes qui ont peu de moyens. Angers, ça reste des défaites contre le PSG et à Auxerre. Donc honnêtement, c'est pas déconnant de perdre contre ces équipes-là. Tu vas avoir un match très très important contre le Havre. Parce que Angers, je vais vous afficher le classement, vous savez quoi, juste là. Hop, le voici, ce classement de Ligue 1. Le classement du bas de tableau, Angers 17e, 10 points. Reçoit le Havre 14e, 12 points. Donc vous voyez que c'est très très serré. Il n'y a que 5 points d'écart entre Angers et Toulouse qui est 10e. Donc c'est très très serré ce bas de tableau. Le Havre à domicile, hop, je vous affiche comme ça. J'aime bien regarder les classements à domicile pour savoir si les équipes performent. Ben, on voit 2 victoires, 4 défaites. Donc voilà, c'est une alternative ces derniers temps. Et cependant, Angers extérieur, hop, c'est ça que je voulais regarder. Puisque Angers extérieur, ça marche quand même plutôt bien. Il reste sur une défaite, certes. Mais ça perd pas trop à l'extérieur, ça va quand même chercher des points. 6 points sur 10 pris à l'extérieur par les Angevins, donc c'est quand même intéressant. Attention au Havrais. Je sais pas trop honnêtement quoi penser de ce match-là. Parce que c'est un match qui va être couperé, c'est déjà un match qui est décisif. Et tous les matchs entre adversaires directs pour le maintien sont des matchs couperés, sont des matchs décisifs, sont des matchs qu'il ne faut pas perdre. Et c'est deux équipes qui prennent pas mal de buts, 23 buts encaissés par le Havre, 21 par le SCO. Et pourtant, ces équipes, le Havre est vraiment la pire attaque du championnat. 10 buts marqués, c'est très compliqué offensivement pour les Havrais. Angers n'est pas en reste non plus avec 13 buts. C'est pas fantastique. Mais ça va être un match, ouais, pour le maintien très dur. Je suis pas sûr que ce soit un match très passionnant à suivre, je ne sais pas. Il y a quand même des espaces dans les défenses. Ça peut être un match intéressant, mais je vais miser sur un match nul 0-0 entre les deux formations. Et je vois que des matchs nuls à 17h, c'est terrifiant. C'est terrible. C'est terrible quand même. Et on va passer sur le match de 20h45 dimanche. Avant ça, tout de même, pensez à vous abonner, pensez à liker, donnez vos pronoms en commentaire, c'est important. Il y en a quelques-uns qui donnent, c'est très sympa à suivre, ces petits pronoms en commentaire. Et ça nous permet d'échanger aussi sur ce que vous voyez pour cette Ligue 1. Marseille reçoit l'AS Monaco plutôt dimanche 20h45. Au Vélodrome, Marseille, c'est très compliqué. On le sait, on l'a vu, à l'extérieur, Marseille prend les points. Marseille est la meilleure équipe à l'extérieur du championnat. Cependant, à domicile, Marseille, c'est tout simplement l'avant-dernière équipe du championnat, 17e équipe à domicile cette saison. C'est un des problèmes de Marseille, j'ai l'impression que ces dernières saisons, Marseille a énormément de mal au Vélodrome, et quand Marseille arrive à régler ce problème au Vélodrome, ils n'arrivent pas à déclencher l'extérieur, ils n'arrivent pas à être réguliers sur les phases de championnat. C'est très compliqué, 2 défaites consécutives au Vélodrome, une seule victoire à la maison sur les 5 derniers matchs à domicile. Monaco va jouer en Ligue des Champions ce soir, certes, mais Monaco roule très bien sur ce championnat. Ils ont l'effectif pour faire tourner peut-être un petit peu, ils ont réception du Benfica, donc ils ont une équipe compétitive, mais ils ont quand même cet effectif assez large, je trouve,
pour avoir 2 matchs intéressants ce week-end et cette semaine en Ligue des Champions. Je vais directement partir sur une victoire monégasque. Cependant, Marseille a montré un très beau visage contre Lens, j'ai trouvé quand même il y avait des choses intéressantes. Mais je vais jouer une victoire de l'AS Monaco, toujours dans cette optique que Monaco propose quand même de très belles choses. Monaco est un candidat très solide au podium, je trouve que c'est la deuxième meilleure équipe derrière le Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette saison et ça se voit. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour dire ça, je pense. Surtout que Monaco a retrouvé des couleurs, il est resté sur 2 défaites consécutives, ils ont enchaîné 2 victoires. Donc là, ils sont sur 2 victoires consécutives. Ils sont dans les clous, ils ont l'occasion de mettre un concurrent direct à 6 points. Marseille a cependant l'occasion de revenir à égalité, même passer devant l'AS Monaco en cas de victoire. Donc ça va être un match qui va être très important pour la lutte à la 2e place, pour la lutte au podium, parce que derrière Lille aussi va pousser, Nice va pousser. Donc, potentiellement, Marseille peut perdre des places, peut perdre potentiellement 2 places en cas de bons résultats pour Nice et pour Lille ce week-end, et si Marseille perd, donc ça peut être un match couperé, un match très intéressant, mais je vais jouer sur une victoire de l'AS Monaco ce week-end. N'hésitez pas à mettre vos pronos, mais je vois une petite victoire quand même 2-1 de l'AS Monaco avec quelques buts quand même, mais un match avec de l'intensité parce que 2 derbies contre Adi Hutter, j'ai bien envie de savoir ce que ça va donner, ça va être un match qui tactiquement peut être très très intéressant à suivre. Voilà pour les pronos de cette Ligue 1, j'espère que cette vidéo vous a plu avec le petit interlude tactique en début de vidéo. Si ça vous plaît ce genre aussi de petite analyse tactique, n'hésitez pas à en mettre en commentaire, peut-être qu'on analysera des équipes ou des matchs précisément, que ce soit de Ligue 1 ou Ligue des Champions, on fera des vidéos dédiées à ça si ça vous plaît. Et moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end de football, n'hésitez pas toujours à vous abonner, à liker cette vidéo, je vous souhaite... On est sur TikTok, on est un peu partout sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous retrouver également, ça, je le place, ça fait plaisir, on a nos Twitter en description si vous voulez venir également nous discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un très très bon week-end de foot. Ciao tout le monde.